Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Retrouvez Andé, animé par Ludovic Gavard. Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous, fidèles auditeurs et auditrices amoureux du hand. Tous les lundis à 20h sur RTS Radio, place à Handé, plus d'une heure et demie de handball. Joli programme encore ce soir, hein. Comme d'habitude, on commencera par la LNH. On jouait la 9e journée et le choc de cette journée était Dunkerque, le dauphin invaincu contre Paris et sa Dream Team. Et c'est les hommes de Philippe Gardant, hein, qui se sont imposés. Et pour nous en parler, de ce match, mais aussi de sa semaine en bleu et l'échéance espagnole, hein, lors du mondial en janvier qui arrive, Sébastien Bosquet sera vers 20h10 avec nous. Après avoir fait un large tour, un complet de la LNH, avec notamment les deux réactions après-match, hein, des Cessonnais qui jouaient contre Tremblay. Tout à l'heure, on aura Benoît qui nous en parlera. Place à la Pro D2 avec Sébastien Mangin, hein, donc il nous donnera une page précise de la Pro D2 et puis peut-être qu'il nous donnera les 7 également de la JPH, un meilleur joueur de la LNH et de Pro D2 élu par la JPH. Sans oublier, on aura un petit mot sur la LFH avec Metz qui a réalisé un petit exploit. Forcément un petit mot sur l'élection du meilleur joueur de LNH, hein, Edin Bazic, élu 2 fois consécutivement. On parlera aussi des propos de Guigou à Montpellier et de Constantini au sujet de l'équipe de France. Donc un programme vraiment complet. L'émission ne serait rien sans mes 3 spécialistes. Alors Sébastien Mangin nous rejoindra vers 21h10 pour la page Pro D2. Il était indécis, après avoir eu quelques pépins physiques face à Tremblay, il a tenu sa place avec brio face à Billère. Mika Illes, toujours présent. Bonsoir Mika. Bonsoir tout le monde. Alors tu vas nous en reparler tout à l'heure, mais c'est vrai que tu as fait un énorme match, hein, quand même, face à Billère. Match important pour Aix. Il arrivera dans quelques minutes, hein, quelques minutes en retard. Benoît Péramou, hein, dont la concurrence fait rage à Tremblay, mais son expérience et son professionnalisme, dommage qu'il n'écoute pas, hein, nous laisse optimistes pour la suite. On aura Ben tout à l'heure. Bah écoute, étant donné qu'on est tous les deux, Mika, on va commencer par ton match, fabuleux face à Aix, un match important. J'imagine que les deux équipes avaient la pression, mais Aix en est sorti plutôt brillamment. Bah, écoute, la pression, elle était sans doute un peu plus forte de notre côté parce que on recevait et dans cette course au maintien, on n'avait absolument pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si on avait perdu, c'était quasiment déjà un pied en D2. Donc c'était vraiment important de marquer son territoire face à cette équipe et on est content parce qu'on a mis la manière et on leur a mis 10 buts comme la plupart des équipes de LNH le font. Donc ça prouve qu'on est quand même au niveau de cette LNH et qu'on n'est pas là par hasard. Alors à titre perso, Mika, tu as fait quand même un excellent match. Physiquement, est-ce que tu ressens encore un peu de douleur? Ouais, je joue un peu sur une jambe, mais on voit que quand on a une grosse défense et qu'on a des partenaires qui envoient des ballons, il n'y a pas forcément besoin d'être à 100% physiquement. Mais bon, j'ai quand même eu un peu de mal en début de match. Je dois avoir les 2 premiers tirs sur des décalages que, comme j'ai pas l'habitude d'en avoir et je les rate. Et mon remplaçant Clément Romero a vraiment fait le taf en première mi-temps. Il a été vraiment très performant et mon coach me refait confiance en deuxième mi-temps. Et c'était un petit peu mieux. Et c'est surtout les pénaltys, hein. C'est là que je me refais la cerise, comme on dirait. Et, donc, est-ce que pour toi, Billière semble condamné dans son championnat déjà? Je- j'ai pas envie de condamner Billiard parce que c'est difficile. Ils peuvent toujours avoir une recrue performante qui les aidera à passer un palier. Moi, je suis un peu déçu de leurs résultats à domicile. Je pensais que contre les équipes comme Créteil ou Ivry à la maison, c'est cette niaque de Billiard qu'on connaît, c'est cette agressivité à la limite du fair play parfois, mais ils ont peut-être un peu perdu ça au détriment de la qualité de leur jeu. Donc l'an dernier, ils surfaient sur une vague de confiance, une vague de victoire. Ils étaient très euphoriques et ça leur a permis de monter en LNH. Cette année, avec des recrues qui sont pas non plus des joueurs de gros calibre, avec les défaites, ils ont un peu plus de mal à relever la tête et à continuer dans ce championnat. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'un retour en deuxième partie de saison
Et même s'ils sont déjà à 3 longueurs de nous et à 5 des premiers non relégables, C'est vrai. ça peut aller assez vite. Alors ça va assez vite, mais donc Aix en Provence est 13e à ce classement. Donc pour l'instant, à l'heure actuelle, si le championnat s'arrêterait là, mais c'est pas le cas, hein, vous serez relégué en Pro D2. Quelle est l'autre équipe que vous chassez comme ça? Est-ce que vous êtes donné des objectifs de points à la trêve? Comment ça se passe pour vraiment se motiver et pourquoi pas aller chercher Créteil, Tremblay, voire Célestat, même Toulouse et Saint-Raphaël qui sont à 7 points? Oui, non, mais on s'est fixé 3 victoires avant la fin de la première phase. On en a déjà une. On va recevoir Créteil chez nous. On n'aura pas le droit à l'erreur, un peu comme le match de cette semaine. Et après, il faut aller chercher une performance à Célestat ou à Cesson ou même Dunkerque à la maison, mais ce sera plus difficile. Donc le match contre Montpellier, s'il y a un point mercredi, c'est que du bonus. Ouais, exactement. Mais maintenant, on connaît la situation actuelle de Montpellier. On peut pas vraiment se préparer. On ne sait pas contre qui on va jouer. On ne sait pas exactement dans quel état d'esprit ils sont. On en reparlera plus tard dans l'émission. Mais c'est à tout moment, il peut y avoir, ça peut exploser dans le groupe et ça peut nous être bénéfique. Surtout qu'on est sur une bonne dynamique. On travaille bien à l'entraînement. Il y a des joueurs qui commencent à se révéler, notamment en défense. Et on ne sait jamais. Ouais, c'est vrai que Montpellier, on en reparlera, mais avec la blessure de d'Acombré, celle de Gréby et puis les problèmes en interne, notamment les déclarations de Michael Guigou, c'est vrai que ça peut être bénéfique pour le prochain match. Avant de parler de Cesson Tremblay et en attendant Ben, un petit retour sur le match de Chambéry-Toulouse. Mika, Chambéry c'est assez nettement imposé face à Toulouse, 34-24, et les Chambériens repiquent la seconde place à Dunkerque. Et bah c'est toujours serré pour cette seconde place, mais Paris semble quand même intouchable. Toulouse, voilà, toujours en manque peut-être de Jérôme Fernandez, stagne un peu dans ce championnat. Est-ce que pour toi Chambéry ferait un bon second, un bon représentant en Ligue des Champions l'année prochaine? Mais Chambéry depuis des années, est Ouais. abonné à cette place de second. Cette année, on les aurait plutôt vus troisième avec l'arrivée du Paris Handball et les forces que l'on connaît. Maintenant, c'est vrai qu'avec le pseudo-déclin de Montpellier cette année, ils ont encore une chance de pouvoir se qualifier pour cette Ligue des Champions, cette seconde place. Je pense qu'en championnat, ils sont vraiment bien. Je crois qu'ils étaient privés de Basic pour ce match-là et c'est les autres qui ont fait le taf, notamment Bikanic. Donc, ils sont vraiment armés et prêts pour le championnat. Il y a aussi les frères Gilles qui commencent tout doucement à se remettre de leurs émotions de l'été. Donc, ça commence à prendre forme et je pense que ça peut faire très mal en championnat et ils vont commencer peut-être aussi à relever la tête en Ligue des Champions. Alors dans 2 minutes, on reçoit Sébastien Bosquet. Un petit mot quand même, on a été un peu, entre guillemets, ça va faire plaisir aux auditeurs, un peu mauvaise langue sur Andé en disant qu'il y avait Edin Basic dépendance. À croire que non, hein, Chambéry s'en est plutôt pas mal tiré dans ce match-là face à Toulouse, notamment avec, je regarde un peu les stats, avec Guillaume Gilles un 6 sur 7, Panic un 7 sur 11, donc autant dire que il y a pas besoin. Nguessan aussi qui a pas été mauvais du côté de Chambéry. Donc il y a Edin Basic, mais quand il n'est pas là, ça s'est gagné quand même. Avec un Ouais, exceptionnel Dumoulin, hein. Un super on en doublé. parlait, on en parlait la semaine dernière, je crois. Basic au repos, c'était peut-être le moment pour Guillaume Gilles de montrer qu'il n'était pas seulement un défenseur. Et ça, on l'a toujours su. Autant au niveau international, parfois c'était peut-être un petit peu léger par rapport à d'autres calibres tels que les Narcisses ou Karabatic, mais au niveau national, c'est sûr qu'il est vraiment dans le haut du panier. Et quand il a la confiance de son coach et qu'on lui laisse faire un peu son jeu, c'est un très bon organisateur et il sait aussi être un très bon finisseur. Alors côté Toulouse, on sent quand même Jérôme Fernandez manque cruellement dans ce collectif. On voit aussi une piètre performance des gardiens. Daouda Karaboué 2 sur 16. Pardin un 5 sur 23 comparé à Dumoulin qui fait 22 arrêts sur 40 tirs. Autant dire que ça peut jouer aussi à ce niveau-là, hein. Ouais, alors c'est toujours la question, est-ce que c'est des mauvais Ouais. arrêts de gardien ou est-ce que c'est des bons tirs des shooters? C'est toujours la question. J'ai pas vu le match, donc je peux pas me prononcer là-dessus.
Bon, on va attendre Benoît Pérabou. Sébastien Bosquet devrait arriver incessamment sous peu. Je crois que c'est toi, Michael, qui doit faire petite, un petit truc technique. Donc on va juste passer un tout petit jingle, le temps bien de se caler pour pas avoir de blanc, le temps de faire la petite manip. Ça va durer 30 secondes et puis on revient tout de suite après pour continuer avec ce fameux match, hein, Paris qui se déplaçait à Dunkerque. C'était un peu le choc de cette huitième journée et on va demander à nos spécialistes et à Sébastien Bosquet comment ils l'ont vécu. Donc je crois que voilà, il a ajouté. Donc il y a Benoît qui doit faire juste un petit débrief. Bon, avant Sébastien Bosquet, Benoît va pas tarder. Mika, Dunkerque, Paris, c'était retransmis sur nos confrères de Canal+. Comment t'as trouvé le match? Est-ce que c'était vraiment le choc qu'on attendait, Mika? Oui, totalement. Moi, j'ai vraiment apprécié de regarder ce match. Après, j'ai été un peu, pas déçu, mais c'était un peu dommage que les individualités du côté de Dunkerque soient pas aussi en verve qu'elles le sont depuis le début du championnat, parce qu'ils auraient eu probablement les armes pour rivaliser, même s'ils avaient de nombreux blessés. Maintenant, c'était vraiment un match agréable à regarder, avec des gestes techniques magnifiques, notamment Roubia sur les ailes, des beaux shoots d'arrière, de Bosquet, de Lee Hansen, de Hansen. C'était vraiment un très beau match de handball à regarder, avec un beau combat aussi. Les défenses ont vraiment été au rendez-vous. Et c'était très agréable à regarder. Et on est content d'avoir cette qualité de retransmission de Canal qui nous permet de suivre ce championnat. Et c'était, encore une fois, je le répète, c'était vraiment très agréable. C'était un beau match de hand. Et 30 à 36 pour Paris, c'était mérité? Ben, oui, Paris a été au-dessus. Ils ont su faire la différence dans les moments clés. Quand on a pu voir notamment Hansen qui était lui sur une demi-jambe, qui dans les moments importants a su faire la différence. Et Dunkerque qui a raté quelques belles occasions malgré tout, notamment des tirs en contre-attaque où ils auraient pu remonter au score. Et ils ont eu l'occasion de raccrocher le wagon de Paris, mais ils ont eu du mal à saisir les occasions quand ils les ont eues. Ouais, effectivement, hein. Donc Dunkerque-Paris 30 à 36. On va tout de suite tenter une petite connexion avec Sébastien Bosquet. Donc ça, c'est une question de 2 minutes. Donc c'est vrai qu'on attendait beaucoup de ce match-là. Mika, est-ce que tu crois que toi que le championnat est joué? Déjà? Et j'ai pas envie de le penser. Maintenant, si Paris reste dans cette dynamique et qu'ils n'ont pas une hécatombe de blessés, je vois pas comment on pourrait aller les chercher. Ouais, effectivement, ça va être difficile. Au classement, c'est vrai que ça fait déjà 3 points de plus pour Chambé, 2 moins pardon, pour Chambéry, 4 points pour Dunkerque. Donc en attendant Sébastien Bosquet, on va passer aussi voir un peu les matchs. Il y avait un beau match également. Ça s'est soldé par un petit match nul, Célestat Montpellier, 30 partout. Alors on en parlait, Célestat, parce que Benoît les a joués 2 fois consécutifs, très difficile à domicile. Ça s'est confirmé. C'est vraiment un point de perdu pour Montpellier, un point de gagné pour Célestat. Oui, exactement. Et tu parlais des équipes un peu qu'on a en ligne de mire, même si Célestat a vraiment un beau projet. Ça fait partie des équipes avec qui on va se battre pour le maintien. Donc pour nous, c'est un peu difficile à encaisser, surtout qu'on va aller jouer à Montpellier et que du coup, ils seront revanchards mercredi. Donc c'est un peu la loose pour nous, mais c'était le retour des joueurs un peu qui avaient pas joué depuis longtemps. Ils ont été bons et On a Sébastien Bosquet avec nous. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Alors Sébastien, merci d'avoir accepté l'invitation. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on a l'honneur de vous recevoir, il me semble. Tout à fait. Alors, malheureusement pour vous, Dunkerque s'est incliné face à Paris dans le choc de cette huitième journée. On en parlait tout à l'heure. J'imagine pas mal de déceptions. Oui, c'est vrai on était invaincus jusqu'à ce match à la maison contre Paris. Malgré, enfin, après cette défaite, on était assez frustrés parce que même si, bon, c'est vrai que Paris est annoncé comme une grosse équipe ce soir-là, et même s'ils ont fait un match sérieux, ils nous ont pas montré qu'ils étaient si extraordinaires que ça, même si c'est un peu relatif de dire ça, on prend quand même, on a quand même une défaite de 6 buts, mais c'est vrai que bon, Paris a su gérer au mieux
nos erreurs individuelles et nos tirs immanquables, et c'est ce qui a fait la différence sur la fin. Donc c'est la différence, c'est quoi? C'est vraiment l'application collective de cette équipe et vraiment Dunkerque a joué un peu de pas de malchance, mais d'être pas assez précis au shoot. Ouais, ouais, je pense que voilà, en face, il n'y a que des internationaux qui ont vraiment l'habitude de ce genre de confrontation. Et puis nous, alors je sais pas si c'est parce qu'on a voulu vraiment trop bien faire qu'on a peut-être un peu surjoué, mais voilà, on rate beaucoup de choses faciles, entre guillemets. Et puis, même si leur gardien, c'est vrai que ce soir-là a fait un très grand match, mais voilà, c'est le genre d'équipe qui sait gérer au mieux le moindre temps faible de l'équipe adverse. Alors c'est vrai qu'on est qu'à la huitième journée, mais est-ce que ça va être difficile d'aller chercher Paris maintenant? Oui, je pense que avant même la huitième, on savait que ça allait être une équipe qui allait jouer, se battre pour le titre. Bon, voilà, et à la huitième journée, ils sont toujours invaincus. Ils sont venus gagner chez nous. Ils sont allés gagner à Chambéry. C'est vrai qu'ils ont encore, ils devront encore se déplacer à Montpellier, mais maintenant, voilà, c'est vrai qu'ils ont déjà, au bout de 8 journées, quand même pas mal d'avance, même si, voilà, ils ont montré qu'ils étaient quand même accrochables. Alors avant de passer la parole à Mickaël, Benoît Perabou est parmi nous. Bonsoir Benoît. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors Mika, je crois que tu avais une petite question pour Seb. Oui, oui, je voulais savoir en fait les objectifs annoncés du club, c'est plutôt l'Europe. Et je voulais savoir avec votre début de championnat, est-ce que entre vous, vous aviez déjà rebasculé un peu des objectifs peut-être un peu supérieurs? Et est-ce que ce match contre Paris remet en cause quoi que ce soit? Non, c'est vrai qu'on reste sur une année mitigée où on finit cinquième. Donc, pas de Coupe d'Europe. Donc là, c'est sûr qu'on a à cœur de retrouver le plus rapidement possible une Coupe d'Europe. Et puis après, voilà, on se donne pas de limite. C'est vrai que là, on s'était dit que de pouvoir accrocher Paris à la maison, ça aurait peut-être nous permis de jouer encore quelque chose de plus grand. Maintenant, voilà, on reste sur les objectifs du club qui sont annoncés depuis pas mal de temps, c'est-à-dire tout au moins déjà dans un premier temps de retrouver la Coupe d'Europe et de prétendre à jouer la Ligue des Champions. Alors, Et, oui, et vas-y. est-ce que tu penses que c'est un avantage pour vous comme pour Paris d'ailleurs cette année de ne pas jouer finalement cette Coupe d'Europe pour être plus frais pour le championnat? C'est un peu difficile à répondre parce que c'est vrai que des fois, quand on enchaîne les matchs, on a plutôt tendance à faire de bonnes séries et justement à rester sur une dynamique. Alors que quand on a qu'un match par semaine, c'est vrai que physiquement, on est peut-être un peu mieux, mais dans le rythme des matchs, on a peut-être plus de mal à se remettre dedans. Donc, je dirais que normalement, ça doit être un plus, mais j'espère qu'on pourra dire que c'est un plus à la fin de la saison. Alors, Sébastien, pour revenir un peu sur le scénario de la dernière journée, euh, être pratiquement européen une bonne partie de la saison et se faire coiffer sur le fil par Nantes, j'imagine que ça a dû être terrible à digérer. Oui, surtout qu'une semaine avant, on venait de perdre une finale de Coupe d'Europe. Exactement. Ouais. Donc voilà, maintenant on savait que Nantes allait venir chez nous sur la dernière journée pour gagner ce billet en Coupe d'Europe. Et voilà, et nous on n'a pas su justement, avec l'avantage du terrain, répondre présent. Alors est-ce qu'on était encore dans la déception de cette finale de Coupe d'Europe? Je sais pas. Est-ce que physiquement on avait aussi un petit coup derrière la tête? Je pense qu'il y avait un peu de tout ça, mais c'est vrai que c'était pas évident parce qu'on a quand même fait une belle, enfin, j'aime pas dire ça une belle saison, on finit quand même cinquième et finaliste de la Coupe OHF. Mais voilà, sur ce dernier mois, on n'a pas su valider notre belle saison. Vous l'avez plutôt bien digéré parce qu'au final, pour la reprise des compétitions, vous gagnez le trophée des champions. Ouais, le trophée des champions auquel on n'était pas à la base invité. Et c'est vrai on a fait pas le hold-up parce que je pense qu'on a mérité notre victoire sur ces deux matchs. Maintenant, c'est vrai que c'était pas prévu et puis jusqu'à ce coup d'arrêt contre Paris, on était en train de surfer sur cette victoire. Alors, en parlant de la fin de saison, en plus, ça a été difficile pour vous parce que euh, le club n'a pas accédé à votre requête parce que vous vouliez prolonger votre contrat de 2 saisons qui courait jusqu'en 2013. Vous étiez libre de partir et pourtant, vous êtes toujours Dunkerquois. Alors, c'est quoi? C'est un manque d'opportunité que vous avez eu? C'est vrai que ça a été, c'est un peu difficile de reparler de ça parce que c'était vraiment un moment douloureux pour moi, déjà de par cette situation, avec mon club quand même formateur et mon Ouais. club de toujours.
Et puis derrière aussi, il y a eu cette non-sélection Les JO. pour la prépa des Jeux. Donc c'est vrai que c'était un moment assez difficile. J'ai vécu, je ne vais pas vous mentir, hein, des vacances assez difficiles. Donc voilà, je me suis ressourcé auprès de ma femme et de ma fille, ce qui m'a fait du bien, même si c'est vrai que je préférais avoir eu moins de vacances. Maintenant, voilà, je suis un professionnel et je vais de l'avant. C'est vrai que je n'oublierai pas ce qui s'est passé. Maintenant, voilà, que je me répète, je suis pro, je vais de l'avant, j'ai un contrat et je fais ce que je dois faire de mieux, c'est de jouer au handball et m'occuper du terrain. Alors, nous, à l'extérieur, on a quand même eu l'impression que Dunkerque, vous manquez pas de respect, mais quand même, avec ce que vous avez apporté au club depuis des nombreuses années, à part 2 ans passés à Montpellier, vous étiez infidèle du côté de Dunkerque. Est-ce que, vis-à-vis de votre statut, il n'y aurait pas eu peut-être un geste de Dunkerque? Vous l'attendiez peut-être comme ça? Non, je pense pas que ce soit un geste. Je pense qu'à moi, je suis sportif de haut niveau. C'est vrai que j'ai pris le choix et j'en suis fier aujourd'hui d'avoir joué toute ma carrière ou presque dans ce club. Maintenant, voilà, nul n'est prophète en son pays et voilà, je pense on reste des joueurs de haut niveau et comme je disais tout à l'heure, voilà, je pense qu'il n'y a pas de, où il n'y a plus comment, on veut se prendre de club famille, mais voilà, maintenant c'est le haut niveau qui prime et ce qui est normal, hein. Moi, je suis le premier à pencher là-dedans. Maintenant, il y a des choses qui se font pas et qui se disent pas, mais bon, voilà, comme je vous dis, j'ai passé. Vous êtes- J'ai oublié un peu tout. Enfin, je vais pas l'oublier parce que ça restera toujours dans un coin de ma tête. Maintenant, je me répète, mais je suis professionnel et je suis payé pour jouer au handball. Michael? Ouais, pour rester dans les histoires un peu désagréables, comment tu analyses ton pseudo-échec un peu à Montpellier parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, à Montpellier, moi j'ai tendance à le répéter, il manque un gros arrière droit tireur. Et c'est vrai que c'est dommage que tu n'aies pas réussi à t'imposer là-bas. Comment tu analyses ça avec le recul? Ben, tu fais bien d'en parler parce que c'est vrai que ça reste un échec dans un coin de ma tête. Que je suis allé, je pense, avec trop de respect. C'est-à-dire qu'on s'entende bien. Je suis arrivé là, je venais du petit club entre guillemets dunkerquois et avec de grands joueurs. Je suis arrivé l'année où il venait justement de remporter la Ligue des Champions. Et je pense que je suis arrivé un peu trop timide et voilà, j'ai pas su m'imposer sur le terrain. Et puis après, bon, j'ai eu aussi la malchance où j'ai eu 2 blessures, une fracture du coude et une entorse du genou à des moments importants. Et puis après, bon, il y a eu l'opportunité de revenir à Dunkerque parce que justement, Montpellier devait faire des choix financiers. Mais c'est vrai que ça, voilà, au jour d'aujourd'hui, je me dis, bon, après, pourquoi pas, hein, jamais dire jamais, mais c'est vrai que j'aurais aimé réussir un. Alors, Sébastien, j'imagine que l'année prochaine, vous avez peut-être un autre défi à relever, peut-être avec encore Dunkerque, ou pourquoi pas un autre challenge. Est-ce que vous privilégierez la France ou pourquoi pas l'étranger? Bah, pour l'instant, comme je vous dis, voilà, j'ai un agent qui fait justement son travail d'agent. C'est vrai que je suis en fin de contrat, en fin de carrière aussi, hein, même s'il me reste Lapsus. lapsus. C'est vrai que j'ai encore envie de jouer au moins 2 3 ans parce que enfin, je touche du bois, tout va bien, j'ai plus de pépins physiques et puis je pense être encore assez performant. Donc voilà, et puis donc ça, c'est à mon agent de faire son boulot. Et puis bah, moi, de mon côté, voilà, de continuer d'être performant tous les week-ends. Après, je me suis arrêté sans rien de bien précis. Benoît? Oui, salut Seb. Salut. Tu évoquais aussi en fin de saison des désirs de reconversion, notamment avec la formation à Limoges. Alors est-ce que ça pourrait être repoussé, ce projet de formation, si jamais tu partais à l'étranger? Bah, je ne sais pas si ça va la repousser. C'est vrai que bah, j'ai vraiment envie de m'inscrire à cette formation. Donc voilà, et puis donc c'est vrai qu'il faut que je pense à tout ça. Donc c'est vrai que il y a plein de trucs auxquels il faut penser, dont justement cette formation qui est importante à mes yeux. Elle est importante à quel point alors? Parce qu'on sait aussi que, donc pour rappeler, c'est une formation de manager général, que les clubs maintenant, c'est vrai que se structurent de plus en plus, mais ces places deviennent assez chères parce que certains clubs privilégient plutôt un joueur à la place d'un manager général. Donc
comment tu situes un peu ce rôle de manager et où tu aimerais le mettre en place? La question piège, hein, où? Non, mais dans un premier temps, c'est surtout faire cette formation parce que je pense que voilà, moi, je pense pas avoir les aptitudes pour être coach. Par contre, pouvoir gérer un club et tout ça, ça, je pense que c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Maintenant, voilà, et puis faire évoluer justement les clubs de handball aujourd'hui. Et voilà, je pense que c'est important et c'est là-dessus que, bah, d'ailleurs, on voit que tous les anciens, enfin, pas mal d'anciens handballeurs et même joueurs de foot vont vers cette formation pour faire évoluer leur sport. Alors, Sébastien, avant de passer à l'équipe de France, on a une question sur le chat de Sabine qui nous demande un peu votre avis sur les nouvelles recrues de Dunkerque. Bah, c'est plutôt pas mal. C'est déjà pouvoir prendre déjà ces deux internationaux. C'est clair. Un arrière gauche, un arrière droit, qui ont pas mal de qualités. Maintenant, ça reste aussi de jeunes joueurs qui arrivent de l'étranger et voilà, il faut leur permettre, faut leur donner du temps pour déjà par rapport à la barrière de la langue et puis s'adapter au championnat français qui est quand même un peu différent de ce qu'ils ont pu connaître dans leur championnat. Alors, c'est à l'image des ambitions de Dunkerque, ces transferts. Oui, non, oui, je pense qu'aussi, voilà, par le passé, c'est vrai on a toujours pêché un peu parce que justement un ou deux cadres étaient absents voilà, où était absent. Donc voilà, il y a un moment où il y avait des trous dans les résultats. Donc je pense que le staff a voulu élargir son collectif. T'as oublié Guillaume, il fait déjà partie du paysage? Oui, bien sûr, non, mais je pense que Guillaume, c'est vrai qu'il était, à la base, il n'était pas prévu, mais bon, je pense que c'est un bon plus pour nous, que ce soit dans le jeu ou dans l'état d'esprit, c'est quelqu'un qui apporte son expérience. Benoît? Ah oui, admettons que tu sois encore Dunkerquois l'année prochaine. On sait déjà que Romain Guillard a signé chez vous. Ouais. Qu'est-ce que il peut apporter, sachant déjà que votre effectif est déjà très pléthorique? Donc, qu'est-ce qu'il pourra apporter à votre groupe? Bah, je pense voilà, sachant que c'est un demi-centre, un vrai demi-centre moderne, c'est-à-dire qui est capable de shooter. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on a Cornell qui est sur le poste de demi-centre un peu seul parce que justement Bastien Lamont est blessé et sera encore indisponible pas mal de temps. Et je pense que Romain peut aussi permettre à Cornell de pouvoir jouer un peu plus et de doubler aussi sur le poste d'arrière gauche. Alors, on va passer à l'équipe de France. Très bien, très bien. Ah, voilà un petit, un petit problème de micro. Donc Sébastien, on va passer côté équipe de France, hein. Depuis le mondial suédois en janvier 2011, vous n'y aviez pas été rappelé par Claude Nesta. Et là, pour le match contre la Lituanie, vous réintégrez le groupe. Et au passage, vous fêtez votre centième sélection. J'imagine que c'est que du bonheur de réintégrer cette équipe. J'ai juste un petit détail, j'étais au Franco-Suisse. Alors ça, c'était quand? Avant l'Euro. Donc Ah ah. je suis quand même revenu après le mondial. Mais non, c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'être rappelé pour porter le maillot de l'équipe de France. Même si encore une fois, je vais me répéter, mais c'est vrai que bon, cet été, ça a été assez difficile pour moi parce que je savais que ça allait être difficile de prétendre à être dans les 14, mais tout au moins pouvoir vendre pleinement prendre pleinement ma chance pendant cette préparation, ce qui n'a pas été le cas. Donc c'est vrai que d'être rappelé là, bon, ça m'a remémoré un peu cet été où j'ai eu du mal où j'ai pas mal cogité sur cette non-sélection. Et puis bon, voilà, le fait de revenir et de pouvoir revoir les copains et de reporter le maillot, c'est vrai que c'était un plaisir. Et à l'image de Nyanga, t'as pas l'émotion qui te surmerge au moment de la Marseillaise? Non, je pense que c'est pas encore la même ambiance. Je pense que jouer devant 80 000, bon, même si à Rouen il y avait une superbe ambiance, il y avait que 5 000 personnes, donc c'est pas encore la même émotion. Tu crois que c'est le stade qui fait l'émotion? Oui, je pense que ça doit aider quand même, hein. Ouais. Alors, Sébastien, justement, est-ce que vous avez pu vous entretenir avec Claude Onesta sur son choix d'ailleurs de ne pas vous sélectionner pour cette prépa et puis là vous sélectionnez contre la Lituanie, savoir ce qu'il attend exactement de vous, si vous avez une chance de jouer le mondial en Espagne au mois de janvier, est-ce que Onesta vous a un peu parlé quoi?
Non, c'est vrai qu'on s'est pas, on n'a pas eu de discussion. Donc voilà, moi j'étais parti là-bas pour me faire plaisir, voilà, pour prendre ce qu'il y avait à prendre, pour prendre du temps de jeu si on m'en donnait. Après, c'est vrai que j'ai pas eu de discussion avec lui et bah, on verra bien la suite. Après, j'ai essayé de donner le meilleur quand on faisait appel à moi sur le terrain. Maintenant, voilà, c'est vrai que j'ai pas eu cette discussion avec lui. Ah, ça faisait quand même pas mal de temps que vous n'avez pas reporté le maillot bleu. Est-ce que vous avez trouvé différente cette équipe de France? Non, je pense que cette équipe de France ne change pas, peu importe les individualités qui sont dans les stages. C'est vrai que c'est ce qui a fait sa force depuis pas mal d'années, c'est que peu importe les individualités, l'équipe et l'état d'esprit ne changent pas. Petite question encore sur le chat, Sébastien. Avec qui partagez-vous votre chambre depuis la retraite internationale de Gino? Deux, De Gino, de Guillaume Gilles. moi j'ai toujours été avec Daniel Narcisse. Ah, Daniel Narcisse. Donc, Voilà, parce qu'on est de la même génération et qu'on était qu'on est très très proches, nos familles, tout ça. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'on est amis et qu'on partage la chambre en équipe de France. donc Daniel Narcisse hein, sur le chat, ils peuvent écouter. Une petite question, je ne sais pas si vous avez pu ou vous avez eu l'occasion de lire un peu la sortie médiatique de Costantini, Sébastien? Non, j'ai juste vu vite fait j'ai juste vu les gros titres. Après, j'ai pas lu. Mais c'est vrai que c'est pas trop ce qui m'intéresse moi. Après, voilà, si j'ai l'occasion de le lire, je le lirai. Mais Bon, ouais, en clair, il dit que les experts sont sur le toit du monde parce qu'il y a pas grand monde en face. Donc c'est déjà considérer, entre autres, que les experts doivent leurs résultats à la faiblesse de leur adversaire. C'est un peu humiliant, non, pour le monde du handball déjà et pour les joueurs de l'équipe de France. ouais, c'est mignon, oui, venant de quelqu'un comme lui qui a fait ce que le hand a été pendant C'est vrai. quelques années, qui a amené l'équipe de France au plus haut niveau. Oui, ça peut être humiliant. Maintenant, voilà, pourquoi il dit ça, je sais pas. Il faudrait lui poser la question à lui. Maintenant, voilà, c'est quelqu'un qui a, je me répète, mais qui a fait ce que le handball est aujourd'hui, enfin, tout au moins pendant pas mal d'années. Donc, c'est vrai que c'est un peu bizarre d'avoir de tels mots de sa part. C'est Ouais. bizarre parce qu'il multiplie quand même ce genre d'intervention depuis quelques mois là. Il avait notamment il s'était insurgé contre Claude Onesta et Nicolas Karabatic qui avaient détruit le plateau de l'équipe. Là, pour l'histoire des paris, il est tout de suite monté au créneau pour traiter les uns et les autres de petits cons. C'est un peu bizarre cette dimension qu'il a pris à essayer de dénigrer tout ce qui se fait autour de cette équipe de France. Est-ce que c'est pas juste de l'aigreur envers Onesta ou ça devient vraiment bizarre? Ah, ça, on va pas se cacher c'est pas les meilleurs amis du monde, je pense, hein, enfin, moi, d'après ce que je peux lire, c'est vrai de l'un ou de l'autre, on sait très bien enfin, de ce qu'on peut lire, c'est que ce ne soit pas les meilleurs amis du monde. Après, voilà, enfin, moi, en tant que joueur, même si j'ai pas eu la chance de l'avoir comme sélectionneur, j'ai beaucoup d'estime pour Daniel Constantini. Maintenant, comme j'en ai pour Claude. Maintenant, voilà, je sais pas après ce qu'il en est exactement entre deux, mais c'est vrai que ça devient même marrant ça devient même rigolo, quoi, ouais, voilà, de voir de tels trucs sur notre sport, quoi. Oui, parce que moi, comme toi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Ça a toujours été un peu le gourou du handball pour moi. Et c'est vrai que depuis quelques temps, je trouve de moins en moins les arguments pour le défendre. Ouais. Ouais, c'est Ouais, vrai. ça tourne au règlement de compte là. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Oui, c'est vrai qu'en tant que joueur, en tant qu'international, c'est un peu bizarre ce qui se passe. Ouais, surtout, comme je le répète, de personnes comme ça qui ont tout fait pour le handball, quoi. Alors, j'imagine que Claude Onesta, en vous sélectionnant face à la Lituanie, vous a donné un peu de lueur d'espoir pour ce mondial qui se passe au mois de janvier en Espagne. Ça serait une grosse déception de ne pas faire partie encore de la liste, hein. Oui, comme quand je suis revenu, justement, quand vous aviez oublié ma sélection au mois d'avril, là, contre la Suisse, où justement Exactement. Xavier Baraché n'était pas là et j'avais depuis pas mal de temps, enfin pas eu autant de jeux depuis pas mal de temps, où j'étais en attaque-défense pendant 45 minutes, où ça s'était plutôt très bien passé, même en attaque, enfin surtout en défense, où j'étais confiant. Et puis bon, bah, derrière, je prends un coup de massue, donc je veux pas dire que j'attends plus rien, mais
bien sûr que j'ai envie d'aller, bien sûr que je ferai tout pour être, de faire partie de cette sélection. Maintenant, voilà, c'est lui qui décide et on verra bien ce qu'il arrivera. Et justement, est-ce qu'il a donné une explication par rapport au choix de sa sélection au moment où tu n'as pas Non, été non, mais pris? je pense enfin, non, je pense qu'il a pas donné. À partir du moment où il revient avec la plus belle des médailles, je pense que voilà. Non, mais avant le résultat, au Ah, début de. non, non, c'est moi qui ai pris mon téléphone et qui, justement, le jour où j'ai vu que j'étais pas sélectionné, même pour la préparation, c'est moi qui l'ai appelé. Et voilà, il m'a D'accord. expliqué qu'il avait déjà plus ou moins son groupe et qu'il voulait pas me faire vivre ce que j'avais vécu 4 ans plus tôt, c'est-à-dire être, sur la dernière marche. Alors, Sébastien, Oui. est-ce que vous pensez, voilà, ça va être l'Espagne le plus dangereux concurrent lors de ce mondial, qui joue à domicile, forcément? Oui, ça va être l'un des plus dangereux, mais je pense qu'on va retrouver encore les mêmes nations, les grosses nations européennes au rendez-vous, quoi. La Suède vous a surpris pendant ces Jeux Olympiques? Oui, la Suède, je pense la Croatie, enfin voilà. Je pense qu'encore une fois, on va retrouver plus ou moins les mêmes, et puis après, vous savez, ça se joue à des détails, il n'y a pas grand-chose, et voilà, la France l'a encore vu pendant ces Jeux Olympiques. Un petit dernier mot sur cette équipe de France. On a pas mal de cadres qui vont partir. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Justement, comment vous la trouvez cette nouvelle génération? On sait qu'à Dunkerque, il y a pas mal de bons joueurs qui pourraient un jour prétendre à être sélectionnés. Est-ce que l'avenir du hand français est vraiment au beau fixe? Ah bah oui, je vois quand on voit des jeunes comme Mathieu Gréby, Quentin Mahé, oui, que espérer mieux. C'est vrai que le handball français a un super vivier. Et puis voilà. Et puis après, je parle aussi des Dunkerquois qui peuvent prétendre aussi, comme Vincent Gérard, à être en sélection. Et si vous me permettez, si vous me faites penser à quelque chose, je voudrais faire une petite dédicace, enfin pas une petite dédicace, mais un petit message à Guillaume Gilles qui voilà, a arrêté sa carrière internationale et à un moment où, bon, malheureusement pour le hand, on a parlé d'autres choses à ce moment-là et c'est vrai que je voulais le remercier pour tous les moments qu'il a pu nous faire vivre en équipe de France et que ce soit en tant que spectateur, enfin nous en tant que spectateur, en tout avec nous en tant que joueur ou pour les gens en tant que spectateur. Ouais, c'est vrai que son annonce de sa retraite internationale est passée un peu à la trappe, si j'ai envie de dire, suite bah, voilà, aux problèmes de paris illégaux, on va dire. Donc effectivement, c'est vrai que c'est bien à le dire parce qu'il a apporté énormément à cette équipe de France. Justement, on parlait de Vincent Gérard, c'est Edin Bazic qui a été élu encore meilleur joueur de Ligue 1. Un petit mot quand même, c'est mérité pour Edin ou vraiment Vincent Gérard aussi mérite peut-être un jour cette récompense quand même. Oui, mais je pense que Vincent l'a déjà eu. Je pense que voilà, c'est vrai que Vincent le méritait aussi parce qu'il fait un début de championnat, un très bon début de championnat. Mais maintenant, Edine est sur, comme on peut le dire, sur un peu partout. Il est en ce moment sur une autre planète et qui porte Chambéry à bout de bras, même si c'est vrai qu'à côté de lui, bon, il y a du monde aussi. Mais c'est vrai que là, depuis le début du championnat, il est vraiment d'une régularité remarquable. Ouais, c'est vrai que un grand monsieur. Merci Sébastien d'avoir été avec nous. Vous avez vu hein, les matchs de l'équipe de France, il y a deux matchs en plus hein, au mois de décembre face à l'Argentine, donc préparez-vous. Vous n'allez pas avoir de vacances. Enfin, on l'espère pour vous, Sébastien, et Je l'espère. vous J'espère voir bien, je l'espère. au mondial. On vous souhaite aussi une bonne saison avec Dunkerque et faites-nous rêver hein, pour le mondial. Encore une fois, j'ai envie de dire avec les experts. Et merci d'avoir encore accepté d'être parmi nous ce soir, Sébastien. Je vous en prie, avec plaisir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, Merci, Sébastien. Au ciao. revoir. Voilà, c'était Sébastien Bosquet en direct sur Radio Talk Sport pour l'émission Andé. Super moment encore, Mika, Benoît. Et c'est vrai qu'on espère pourquoi pas avoir, comme tu le dis, Mika, il manque des Sébastien Bosquet hein, en LNH et pourquoi pas en équipe de France. Est-ce que ça serait justifié pour toi, Mika, de le voir Alors, c'est hyper justifié. Moi, je trouve ça dommage qu'il ait pas réussi à s'imposer plus tôt parce que en championnat de France, il est vraiment au-dessus du lot sur ce poste d'arrière droit. Il y a lui et les autres. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment compris pourquoi en équipe de France, il était aussi timide, pourquoi il refusait les shoots, pourquoi il était moins en réussite qu'en championnat.
Et franchement, par rapport à Nyokas, à Chambéry, qui est souvent blessé et qui est quand même très irrégulier, et même par rapport à Baraché, qui certes est un excellent défenseur, mais en attaque n'a pas ses qualités de shoot, et je pense qu'il a pleinement sa place dans cette équipe. Pareil pour toi, Benoît? Et oui, pareil, mais voilà, on sait que la marche est encore haute pour faire la différence entre le championnat et l'équipe de France. Et c'est vrai que lui, malgré toutes ses qualités, a du mal à la passer. Et là, sa carrière commence à être sur la fin. Donc c'est dommage. C'est une vraie déception qu'il n'ait pas réussi à s'imposer sur un poste aussi primordial et autant ouvert. Parce que voilà, en équipe de France, il y a eu toujours de grands arrière droits à l'époque de Bureau, de Stocklin, qui ont su voilà, tenir ce poste-là. Et je pense il avait l'envergure pour le tenir aussi. Et là, s'il n'a pas réussi à franchir ce cap, je pense que c'était plus psychologique parce que physiquement, il a vraiment toutes les qualités pour pouvoir tenir ce poste, être numéro un sur ce poste. Mais hélas, soit on l'a pas assez mis dans les bonnes conditions, ou soit il n'a pas réussi à franchir ce cap délicat de championnat équipe de France. Et du coup, au détriment de Baraché, qui lui, par contre, a réussi à prendre toute l'ampleur de ce poste. Alors, on en reparlera forcément pendant le mondial et surtout avant pour savoir la sélection. On l'espère, hein, Sébastien Bosquet qui a quand même eu une période difficile avec Dunkerque qui échoue à la dernière journée pour l'Europe. Après, problème de contrat avec son club et puis la non-sélection. C'est vrai que ça a dû être un moment difficile et on espère le revoir sur le devant de la scène. Benoît, on parlait de moments difficiles. Je ne sais pas si tu as pu lire ma petite dédicace, écouter plutôt ma petite dédicace, mais pour présenter la concurrence fait rage à Tremblay, mais ton expérience et ton professionnalisme nous laisse optimistes, justement. Tremblay qui a échoué face à Cesson de peu, hein, 28 à 25. Avant de te donner la parole, on va juste écouter petite interview. C'est Brice Barbotin qui était pour nous à Cesson. Il a Lemone et Romain Ternel. Alors tendez bien l'oreille, la qualité est vraiment médiocre, mais on arrive largement à écouter. On va commencer par Romain Ternel, qu'on a reçu dans Andé il y a pas si longtemps que ça. Donc hop, le temps de le mettre et c'est parti. J'ai eu aussi quand je suis passé en direct. Non, pas encore, non. Ça va pas tarder, mais la prochaine fois, ouais. Un petit mot sur le match, sur la victoire, comment c'est passé, etc. On était parti, forcément, comme on n'a pas beaucoup de rotation, il fallait que défensivement on soit très très solide. Je pense que ça a été le cas. Il y a eu Igor Hanout et Majed Benhammer et Sylvain Houchet qui ont vraiment fait 15 premières minutes. Ils se sont vraiment donnés, ce qui fait qu'on a réussi à pas sombrer et bien démarrer le match pour descendre après en 0-6. Et je pense que ça les a peut-être un peu fatigués aussi, un peu émoussés. Donc voilà, est-ce que cette défense de 0-6, Benoît, vous a vraiment émoussé? Juste pour revenir avant tout, je voulais m'excuser par rapport aux journalistes que j'ai de Handé, que je ne suis pas allé voir parce que notre fin de match a été un petit peu précipité, la rentrée au vestiaire, le mot du coach qui s'est un peu éternisé par rapport à notre contre-performance. Et ensuite, nous, en tant que joueurs, on s'est retrouvés un moment aussi dans le vestiaire. Donc on est sorti un peu tard et du coup, on a enchaîné directement avec le départ. Donc du coup, je m'excuse auprès de lui de ne pas avoir pu répondre à ses questions. Mais voilà, on avait des priorités déjà d'essayer de trouver des solutions dans notre situation. Concernant cette défense, ouais, 6-0, oui, je ne sais pas si c'est ce qui nous a épuisés. Je pense qu'on est bien préparé. On avait bien travaillé sur les deux schémas qu'ils proposaient, autant leur 5-1 que leur 6-0. Et c'est vrai que on a manqué vraiment de percussion et d'efficacité. Leur gardien aussi, qui n'a pas été cité, mais a été encore redoutable sur ce match. Et malgré notre qualité de jeu qui n'a pas été exceptionnelle, on aurait largement pu s'imposer. Il y a eu quelques faits de jeu à la 50e minute qui nous ont un peu coûté le match, parce que notre gardien prend un carton rouge sur une sortie un peu hasardeuse, certes, mais
Il touche vraiment pratiquement que le ballon. Il doit effleurer un peu le joueur et l'arbitre, sans réfléchir aux incidences, lui met un carton rouge en appliquant la règle juste, voilà, littéralement, mais sans avoir l'intelligence de l'interpréter. Et ensuite, il y a quelques autres faits de jeu qui nous font mal après. Et du coup, voilà, ça devient une fin de match délicate alors que on était quand même au contact, même à un but devant à la 50e. Exactement. Et là, c'est quelques faits de jeu du Money Time nous coûtent cher. Et le problème, c'est que ça se répète de nombreuses fois, que ce soit à Nantes, que ce soit à Célestat, c'est un peu toujours les mêmes contenus de match. Donc voilà, là on est assez déçus puisque Cesson était, comme le disait Romain Ternel, handicapé de quelques absences et ils étaient largement promenables même chez eux. Hélas, on n'a pas su, nous, élever notre niveau de jeu, au moins suffisamment pour, même si voilà, on n'attendait pas un grand match, mais au moins suffisamment pour les faire douter plus longtemps que ça. Alors justement, tu nous dis Ben que vous êtes retrouvé un peu pour on va dire mettre le doigt sur les mots MAUX de Tremblay. Qu'en est-il sorti justement de cette petite réunion? Est-ce qu'il y aura des changements? Est-ce qu'il va y avoir je sais pas moi des ajustements pour le prochain match face à Saint-Raphaël? Alors, des changements, ça c'est pas à nous de le dire parce que le coach n'était pas présent dans la deuxième réunion. Il a donné son point de vue de manière voilà, en tant que coach, mais ensuite on s'est retrouvé en tant que joueur, donc ça n'aura pas d'incidence par rapport à sa composition d'équipe. Ce qu'on a essayé de trouver, c'est pourquoi on se retrouvait toujours dans cette situation-là, mais surtout d'essayer d'être déjà plus professionnel, plus rigoureux, et d'être vraiment à l'écoute de notre demi-centre. Et je pense que aussi notre souci actuellement, c'est de de pas ouais, en attaque il y a trop de prises d'initiative individuelle de manière un peu hasardeuse des fois et pas tout le temps justifiée. Et du coup, on met un peu en difficulté tout le groupe sur certaines situations. Et malgré tout, on a manqué d'intensité défensive, ce qui est notre force d'habitude. Et là, il n'y a pas beaucoup d'explications sur ça parce que on a l'habitude d'au moins de bien défendre depuis le début de la saison. Et là, sur un match où le rapport de force était largement en notre faveur, on n'a pas répondu présent. Donc, il y a voilà, une grosse déception sur l'intensité qu'on a pu mettre en défense et par rapport à l'organisation, je dirais, générale de manière collective. Alors, d'un point de vue personnel, Sabine nous dit sur le chat, Ben, on veut te voir plus sur le terrain que sur le banc. Qu'en est-il sur ta situation? Elle n'a pas évolué? Non, mais voilà, je suis pas là pour parler de ma situation. C'est sûr que c'est compliqué en ce moment, mais je prends mon mal en patience et comme le disait Sébastien Bosquet, je suis un professionnel, donc les choix sont respectés, et même s'ils ils me mettent pas en avant en ce moment, je ne désespère pas de pouvoir avoir une place un peu plus, un rôle un peu plus important dans les jours ou semaines qui arrivent. Mais voilà, c'est vrai que c'est compliqué, mais ça fait partie du jeu. On sait que Faut s'accrocher. sportif de haut niveau, il n'y a jamais rien d'acquis, c'est une perpétuelle remise en question. Donc ça a toujours été comme ça durant ma carrière. J'ai eu des concurrences des fois beaucoup plus élevées que celles que j'ai actuellement, mais voilà, la situation est comme ça. Et pour le match de Cesson, Rémi Salou, qui est en concurrence avec moi, a été l'un des rares à sortir du lot sur ce match-là. Donc quand les choix comme ça sont justifiés, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors, Mika, est-ce que Tremblay fait partie des équipes un peu que vous regardez et vous essayez de dépasser? Bah, écoute, pourquoi pas, mais on a vu chez eux qu'on n'était pas encore à leur niveau, donc ça va être difficile. Après, c'est sûr elle fait partie des équipes qu'on essaiera de battre à la maison. Ça fait partie des points qu'il nous faudra prendre si on veut pouvoir espérer rester en LNH.
Alors, Benoît, lors de ton absence, on a parlé de Chambéry-Toulouse, Dunkerque-Paris. Bon, ça, t'es avec nous. D'Aix-en-Provence-Millière, est-ce que avant de passer à Nantes-Ivry, tu veux ajouter quelque chose sur ces rencontres? Non, non, je voulais juste féliciter Mika pour sa victoire et sa belle prestation, c'est tout. Merci. Alors, Nantes-Evry, messieurs, deux équipes qui sont en forme dans ce championnat. Et Nantes, grâce à sa victoire face à Ivry, 27-22, reprend cette quatrième place. Et Nantes, avec sa pléiade d'Espagnols, continue quand même à faire un excellent début de saison, Mika. Ouais, c'est drôle parce que il y a 2 ou 3 semaines, on fait un plateau spécialiste handball où on dit Nantes, mauvais début de C'est saison, vrai. bla bla bla. Et 3 semaines plus tard, ils se retrouvent exactement dans les clous, exactement où ils espéraient être. Là, en ce moment, on est en train de faire la même chose avec Saint-Raphaël et on voit que Saint-Raphaël s'impose aussi ce week-end Et remonte. et va remonter, et va petit à petit. Un championnat, c'est un C'était championnat. pas nous quand même qui avions fait ce débat-là, c'était des Non, non, concurrents non, à nous. les Oui, spécialistes. non, non, mais je sais, je plaisante. On était Et, trop impartial, nous, c'était pas possible. voilà, et donc c'est marrant et je pense qu'on va pouvoir vraiment évaluer le niveau de chacune des équipes. On pourra commencer à l'évaluer en décembre quand la phase aller sera terminée et encore parce qu'on sait que qu'au jeu des matchs à domicile et à l'extérieur, c'est pas toujours parlant. Donc un championnat c'est long et on n'est jamais trop bas ou jamais trop haut. Donc, les équipes, je pense, vont petit à petit commencer à trouver leur place au sein de ce championnat. Alors, Et malgré tout, le bon retour de Nantes aussi correspond avec le retour de Roque Felio. Je pense que cette stabilité défensive qui leur manquait jusqu'à présent a été un peu rassurée par rapport à ce retour-là. Et du coup, on voit que ils prennent moins de buts et donc sont Oui, de nouveau plus compétitifs. ils ont aussi récupéré leurs blessés, Entre Rios, Sayad, donc forcément c'est tout de suite plus facile quand on a l'équipe au complet. Surtout quand on sait qu'à Nantes, il n'y a pas forcément, ils ont privilégié la filière jeune et que quand les stars, entre guillemets, sont blessés, derrière, c'est plus le même niveau. ouais, entre Rios, 10 sur 13 hein, face à Ivry et Makeda, 7 sur 12. Donc autant dire qu'ils ont été plutôt performants. Du côté d'Ivry, ils redescendent 7ème place. On a l'impression quand même qu'ils s'essoufflent un peu, Benoît. Entre Excuse-moi, guillemets. Benoît, mais c'est le même débat, c'est le même débat, mais dans l'autre sens. On avait fait. Ah non, c'est pour ça. J'allais dire que je suis pas persuadé. Hein, Nantes est quand même essoufflé. Je sais pas. Ils ont joué contre. C'était quoi? Montpellier, non? Ah, attends, je te dis ça tout de Il y a suite. pas si longtemps, chez eux. Oui, oui, ils avaient perdu contre Montpellier chez eux, ouais. Ouais. Voilà. Et là, ils vont jouer à Nantes. Ah, Ils ont c'est- eu un début de championnat qui était quand même relativement clément. Ils ont été joués à Billière. Et, bon, certes, ils ont été gagnés chez des prétendants au maintien, mais Donc c'était c'est pas vrai non que là, il plus. faut vraiment relativiser les résultats aussi par rapport à la concurrence et leur adversaire. Donc, on sait que Nantes au complet, ça fait partie des équipes outsiders pour les places européennes. Donc, Ivry, avec son effectif qui est quand même moins pléthorique, est toujours une très bonne équipe, surtout à domicile, qui, comme on le répète chaque fois, n'a pas beaucoup de marge d'erreur. Donc, est à la merci de blessures, mais pour l'instant, voilà, ils sont complets. Et là, c'est peut-être leur premier match où l'écart est aussi important, mais en général, c'est toujours une équipe qui a de très grosses valeurs et qui s'appuie surtout sur ça pour pouvoir continuer à titiller un peu ces places européennes, même si voilà, je pense qu'ils sont quand même un Ça va petit être cran en difficile. dessous des autres. Ils avaient fait 2 belles performances en faisant match nul chez eux contre Dunkerque et contre Saint-Raphaël, mais sinon, leur chemin dans ce championnat, c'est assez logique. Ouais. Donc on verra avec les prochaines échéances pour Ivry. Saint-Raphaël, tu en parlais tout à l'heure, Mika s'est imposé face à Créteil 32 à 26 avec un excellent Johan Ploquin, le gardien de Saint-Raph. Que dire sur Saint-Raphaël, sinon qui monte à cette 8ème place, c'est assez serré, hein, on joue que la 8ème journée, mais c'était important hein, pour les Raphaélois pour se mettre en confiance de gagner contre Créteil, Benoît.
Oh bah oui, là, ça faisait partie des matchs À ne pas clés manquer. par rapport à leurs nombreuses contre-performances du moment et leur un peu méforme. Donc recevoir, c'est déjà un privilège. En plus, contre Créteil, qui est un peu sur courant alternatif ces derniers temps, c'était primordial de remporter ce match et de belle manière. Donc le score est quand même assez significatif. On peut se dire que voilà, là, ils ont repris une marche en avant. J'espère que ça ira pas trop loin parce que dès vendredi, ils se retrouvent à Tremblay. Donc, on va essayer de les éteindre rapidement. Ouais, effectivement, Tremblay-Saint-Raphaël, ça va être difficile et un beau match en perspective. Célestat Montpellier, on en parlait tout à l'heure avant que tu arrives. Montpellier qui a pris un point et on disait que c'était plutôt un point de perdu, mais aujourd'hui dans la presse, Michael Guigou qui a été un peu surpris et même un peu déçu. À part Primo Prots qui s'est excusé, Karabatic, Issam Tej et Dragan Gajic sont venus comme ça, sont revenus au club sans un mot d'excuse au groupe, sans rien. On sent un peu de tension palpable du côté de Montpellier, Benoît. Et comme l'a dit Mickaël, on a l'impression que ça peut exploser à tout moment. Ouais, ouais, je pense que c'est une réalité. Maintenant, s'excuser de quoi? Si Oui. on veut juste reprendre les textes et la loi, Prost apparemment avait avoué qu'il avait parié, contrairement à tous ceux qui ont été réintégrés. Donc les joueurs vont pas s'excuser devant les autres de faits qu'ils n'ont pas commis. Alors peut-être que en comité restreint, peut-être que là il y aura des discussions et qu'ils pourront aller plus dans le détail. Et peut-être là justement des mecs comme Karabatic et Guigou qui sont quand même potes et qui se connaissent assez bien pourront avoir une discussion un peu plus précise dans un contexte un peu plus privé. Mais en l'occurrence devant le coach, devant coach adjoint, peut-être des dirigeants du club et tout, faire des excuses sur des faits que pour l'instant on ne leur reproche pas ou qu'ils ont pas avoué. Ouais, mais peut-être s'excuser quand même de cette Ouais, mais d'avoir eu la si de tu se laisser t'excuses, ça entraîner. veut dire que t'es fautif. Mais ils sont fautifs quelque part même s'ils sont pas fautifs des faits qu'on leur reproche, ils sont fautifs de cette fait embarqué là-dedans. Je veux dire, Ouais, mais c'est. ça c'est indépendamment de leur volonté, Ouais, je suis pas Mika. d'accord. Pas Ah, d'accord. Euh, Ils ont pas été arrêtés et tout sans avoir rien fait du tout. Il y a- À l'heure actuelle, on leur reproche des choses qu'ils n'ont rien fait. Apparemment, c'est leur compagne. D'après ce que. Après, je suis pas plus bête que je pense aussi qu'il y a des choses qui. Mais Non, puis ils sont le responsables quand problème. même de leur compagne vis-à-vis du groupe. Ouais, mais là. Vis-à-vis de la justice, non, Ouais, mais vis-à-vis du ouais, mais groupe. la justice, même pour la justice, ils ont dit qu'ils n'étaient pas au courant, hein. Nicolas Karabatic dit qu'il a appris après que sa copine avait Alors, parié. c'est vrai Donc, que si par rapport à la loi, je veux bien entendre ça, je suis complètement d'accord sur le fond, mais là, si on veut réfléchir de manière juste vraiment juridique, quoi, ils peuvent pas s'excuser de choses qu'ils n'ont pas fait. Après, en plus, devant l'entraîneur, c'est déjà assez compliqué non, de relation entre Karabatic et Canaillé. Donc, pour que en plus, Nicolas s'excuse. Bon, alors après, peut-être s'excuser par rapport au fait que c'est pris cette ampleur-là, mais ça dépend pas de lui. Par contre, j'espère que mais de manière un peu plus privée, ils auront une discussion. mais justement, Benoît, pour te couper un peu, et c'est vrai que je rejoins un peu Mickaël dans les faits, c'est vrai que quelque part, Nicolas aurait peut-être dû, entre guillemets, hein, je vais me faire des ennemis, mais s'excuser parce que la faute c'est à sa femme, j'imagine, entre guillemets, d'après ce qu'on sait, c'est plus ou moins sa femme qui a parié, donc indirectement, il est lié, les trois joueurs ont laissé un peu, Non, pareil, mais lui, entre il a dit guillemets. clairement qu'il l'a pas su. Il a Ouais, dit ouais, que mais je veux dire, sa femme, elle l'avait fait, il l'avait appris après. Donc, mais quelque part, il peut s'excuser au nom de sa femme parce que quand je lis les paroles de Guigou, excusez au nom de sa non, femme. mais il les a laissés un peu dans la merde, entre guillemets, si Montpellier en est à l'heure actuelle. Ouais, Euh, puis après, on peut dire que Montpellier aussi, ils l'ont bien mis dans la merde aussi, parce qu'ils l'ont pas beaucoup aidé non plus, hein. c'est vrai. Mais Donc, je te non, mais je peux comprendre. Mais après, est-ce qu'on peut s'excuser de choses qu'on ne reconnaît pas? C'est difficile aussi. ouais. Enfin bon, je sais Donc, pas dans mais quel. je pense par contre, j'en suis convaincu que à un autre moment, il sera obligé certainement de Bah, s'excuser je suis pas sûr. vis-à-vis du groupe.
Je suis pas sûr. Mais là, de manière officielle, mais si, parce que je pense qu'ils auront cette discussion je vais en dehors du terrain. Je vais te lire les déclarations de Guigou, hein, quand même. Oui, mais ça, c'est des déclarations. Après, des déclarations par rapport à la presse. C'est toujours, il faut faire attention avec ça, la presse, les médias. Et voilà, je pense que malgré tout, une discussion en tête-à-tête, ils en auront. Et peut-être qu'ils reviendront, enfin, je l'espère, sur cette affaire. Et que, voilà, là, à ce moment-là, peut-être Nicolas aura la modestie de s'excuser par rapport à des faits, mais s'il n'a rien à se reprocher, c'est toujours un peu compliqué, c'est difficile à dire. Donc pour les auditeurs qui nous écoutent, qui n'ont pas lu ce que déclarait Guigou, c'est lorsqu'ils sont revenus à l'entraînement, donc en parlant de Prost, Gaïch, Karabatic et Tej, donc lorsqu'ils sont revenus à l'entraînement, ils n'ont pas eu le respect de dire un seul mot. 2 jours après leur retour, je leur ai laissé la possibilité de s'exprimer. Aucun n'a voulu parler. Seul Primo Post s'est excusé et a été applaudi par les autres. J'ai beaucoup aimé cette attitude. La saison va être super longue. Il ne sera pas évident dans ces conditions d'en maîtriser collectivement toutes les étapes. Voilà. Donc voilà un peu comment ça se passe du côté de Montpellier. Difficile. Mais est-ce que ça a été fait voilà, entre joueurs? Est-ce qu'il y avait les dirigeants aussi? Est-ce que... Ils sont tellement. En plus, là, il y a une procédure qui est en cours. Donc, comment tu veux t'excuser de choses que tu es susceptible si jamais tu dis une connerie? Leur avocat, il leur a peut-être sûrement dit aussi, surtout, ne vous excusez pas. Peut-être. Parce que si vous vous excusez, ça veut dire que vous êtes coupable. Non, mais je sais pas. Donc je suis d'accord sur le fait qu'ils ont fait du tort à Montpellier. Alors après, que ce soit de leur faute ou pas, ça, la justice nous le dira. Mais à la fois, c'est compliqué de manière publique de s'excuser de choses si en plus ça peut se retourner contre eux si il s'avère que voilà, leurs propos soient interprétés par la justice. Je sais pas, mais c'est toujours délicat. C'est vrai, c'est délicat, mais quand même. Enfin voilà, moi je reste persuadé, même si c'est pas une excuse, un petit mot quand même pour rassurer, pour expliquer peut-être aussi ce qui s'est passé, parce que en fait on le saura peut-être jamais. Mais voilà, donc c'est étonnant quand même qu'un joueur comme Michael Guigou puisse s'exprimer comme ça dans la presse alors qu'il n'a pas l'habitude non plus d'ouvrir un peu trop sa bouche, Mika, hein. Ouais, non, je sais pas je comprends pas exactement le contexte parce que je crois qu'il parle en conférence de presse du match sans trop parler de ça et c'est après, si j'ai bien lu l'article, c'est après dans un couloir ou quoi. Donc c'est comme disait Benoît, après, faut faire attention à ce qui. Ouais. Autant il a dit quelque chose et ça a été transformé. On peut pas vraiment savoir, donc il faut pas non plus en faire une montagne. Bon bah quoi qu'il arrive, maintenant on aura eu notre mini débat, hein, sans le vouloir. Un petit mot quand même, messieurs, sur on a posé la question à Sébastien Bosquet tout à l'heure, mais sur l'élection du meilleur joueur, il y avait un Tremblaisien, Mathieu Drouin, il y avait aussi le gardien de Dunkerque, Vincent Gérard, et c'est Edin Badic qui a été encore élu après avoir été élu au mois de septembre, meilleur joueur du mois d'octobre. Avec 53% des suffrages, me semble-t-il, 51% pardon, des votes des internautes. Est-ce que ça te semble mérité, Benoît? Ben, une chose est sûre, c'est que par rapport aux joueurs, c'est mérité par rapport à ses performances. Ce que je regrette un peu, c'est que dans cette élection, il y a une grosse part qui est faite par la mise en, quoi, je vais pas dire la mise en scène, mais par l'activité que peut mettre le club tout autour de cette élection. Donc c'est vrai que Chambéry a l'habitude de faire de grosses communications par rapport à ça. Dunkerque aussi a fait de même. Je sais qu'à l'époque, quand Romain Guillard avait été élu meilleur joueur du mois, Tremblay avait fait aussi. Surtout pour Pokuka. Et donc, en fait, ce lobbying sert à faire élire en fait, ce joueur. Donc, du coup, ça fausse un peu les données. Donc, je suis un peu déçu par rapport au fait que Mathieu Drouin n'ait pas eu ce titre sur ce mois-là. Mais sinon, au niveau purement intrinsèque, je pense que Edin Badic le mérite complètement. Maintenant, voilà, lui, c'est un très grand joueur. Son club a très bien communiqué. Ils ont fait ce qu'il fallait pour qu'il
il l'emporte une deuxième fois. Donc, il a Bah, bien. c'est vrai que j'étais un peu surpris de la communication de Tremblay sur ce coup-là, parce qu'on se rappelle que Pokuka, ça avait été terrible, il avait été élu un peu à la surprise générale. Idem pour Romain Guillard et Mathieu Drouin, on n'a pas vu grand-chose. Et c'est peut-être pour ça qu'il récolte que 10% des suffrages. C'est une Michael, certitude. ouais, c'est une certitude. Ouais, Michael, un petit mot, Edin Badic encore et toujours. Non, non, mais moi je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'a dit Benoît là, donc je vais pas en rajouter. Edin Basic mérite, mais c'est vrai que c'est dommage parce que c'est un peu un folklore cette élection du Voilà, meilleur ouais. joueur du mois et Edin a eu son heure de gloire le mois dernier. Ça aurait été sympa que ce soit un autre ce mois-ci. Ouais, et Vincent Gérard pour ses belles performances non plus. Voilà, qui plus est, les deux autres nominés le méritaient amplement. Ouais, 39% pour Ouais, parce que Vincent Gérard, c'est quand même un récidiviste des grosses performances. Donc lui aussi avait largement et méritait largement sa place sur ah, ce mois. alors, avant d'entamer notre page pro D2 avec Sébastien Mangin qui va pas tarder, un petit mot quand même sur le classement de LNH. Donc Paris toujours premier avec 3 points d'avance sur Chambéry et 4 sur Dunkerque, suivi de Nantes, Montpellier, ils sont à 10 points, donc déjà 6 points pour Paris d'avance sur Montpellier, donc c'est quand même, on n'aurait peut-être pas cru il y a encore quelques mois, on le sait pourquoi, mais bon, c'est quand même à noter. Et puis à noter la première victoire, hein, félicitations Mika de d'Aix-en-Provence. Billière, ça semble compliqué, et, on en parlait tout à l'heure avec Mika. Benoît, est-ce que tu crois que on peut condamner Billière déjà là? C'est vrai que c'est très inquiétant parce que Bière, c'était quand même une équipe qui avait de très grosses valeurs à domicile et qui défendait chèrement sa peau chez lui, peut-être un peu plus en difficulté à l'extérieur, mais déjà chez lui, il est loin d'être intraitable. Ils n'ont encore pas eu leur match référence à domicile. Et en plus, il s'exporte très très mal, et notamment contre un concurrent direct où il y a quand même où le score est quand même assez fleuve. Donc oui, c'est quand même, ça devient quand même très inquiétant pour cette équipe. Ouais, ça va être compliqué hein, pour les promus de Billière. Mais bon, comme on a dit tout à l'heure, ça va tellement vite dans le championnat. On va passer un petit mot quand même avant de parler de la Pro D2 sur la LFH, hein. Je sais que mes deux acolytes du soir sont vraiment assidus. Et il y a eu quand même une belle petite surprise, hein, et vraiment même une grosse surprise. C'est Metz hein, qui s'est imposé sur le terrain de Fleury-les-Aubrais. Fleury-les-Aubrais qui ont été invaincus, 7 matchs, 7 victoires. Et c'est Metz qui a gagné 28-26, qui prennent dans le même coup la tête du championnat. Donc ça, je sais pas si tu suis un peu Mika ou Ben, mais véritablement sacré perf de Metz qui, pour la première année, on va dire, avec une équipe vraiment de bon calibre, bah, est tout de suite placée. Un peu Je, à la- je- je suis tellement que ça m'étonne que tu me dises surprise que Metz gagne parce qu'à l'époque où je regardais, Metz gagnait tout le temps. Donc je peux être à la page. Oui, non, non, mais voilà, je resitue un peu le truc. Ludo, Metz a quand même dominé le championnat pendant des années et des années. Et donc là, c'est sûr que les dernières, quoi, ouais, ça fait 1 ou 2 ans où ils dominent moins le championnat. Mais Metz reste toujours une grosse équipe. Et là, avec un effectif peut-être un peu moins pléthorique que les années précédentes, mais peut-être avec un collectif un peu plus huilé, avec voilà, des joueuses qui jouent un peu plus ensemble que d'habitude. à une période où les individualités suffisaient pardon, pour s'imposer facilement dans leurs différentes compétitions. Donc là, avec un groupe différent, mais toujours aussi ambitieuse, avec plus de jeunes joueuses. Et voilà, je pense que Nina Canto, qui vient nous rendre visite régulièrement dans les missions du mercredi sur Elsport, est encore quand même très ambitieuse avec cette équipe-là. Donc c'est une surprise sur la journée, parce que Fleury-les-Aubrais jusqu'à présent était invaincu, mais de manière générale, Metz a toujours été un grand club féminin, et je pense le restera encore un certain nombre d'années. Alors pour les autres résultats, et d'ailleurs tu fais bien d'en parler, vous pouvez suivre les réactions hein, du côté de L-Sport hein, sur les réseaux sociaux. Et puis mercredi, hein, il y aura Nina Canto pour parler de ce petit exploit que les Messines ont réalisé face à Fleury-les-Aubrais qui était invaincu. Les autres
les autres scores, hein. Mios s'est imposé quand même. C'est incliné à domicile face à Nîmes, 29 à 33. Ici Paris, Nice, 26 à 20 pour ici Paris. Dijon, Toulon, Saint-Cyr, 24 à 26 pour Toulon, Saint-Cyr, qui relève un peu la tête et se reclasse un peu dans le championnat. Et Besançon, Le Havre, 27 à 36 pour Le Havre. Au classement général, Metz, premier, égalité de points avec Fleury-les-Aubrais, mais à la différence de but, c'est Metz qui est premier. Le Havre, troisième, déjà à 3 points. Ici Paris, quatrième, et qui ferme la marche. Nice, l'ancien club de Valérie Nicolas, qui est monté cette année, qui a vraiment du mal dans ce championnat, mais c'est très serré, hein. Entre Nice et Toulon-Saint-Cyr, il y a 3 points entre le 10e et le 7e. Je pense qu'on a été complet. Le temps de recevoir bientôt Sébastien Mangin, je le rajoute à la conversation. Un petit mot quand même, est-ce que 2 matchs de plus pour l'équipe de France face à l'Argentine afin de bien préparer le mondial, est-ce que c'était nécessaire pour créer une petite cohésion si la cohésion n'est pas déjà faite, Benoît? Non, c'était nécessaire et c'était important. Ils ont même aussi rajouté des dates au mois de décembre pour se regrouper. À Cabreton, ils ont rajouté 2 dates de stage. Donc, ils ont eu un échec cuisant lors du dernier Euro où justement la préparation a été un peu mis de côté pour toute la communication autour de cette équipe de France. Et donc, ils ont pris de plein fouet une grosse désillusion sur le dernier Euro. Donc, au moins, on ne peut pas leur reprocher d'avoir pris en compte cette déception et ce manque complet de performance sur cette compétition. Et donc, ils ont allongé un peu la prépa, rajouté des matchs. Et je pense que c'est nécessaire. Il y a un groupe qui est en train d'évoluer. Il y a des jeunes qui sont en train de pousser un peu à la porte. Et il est important de faire un revue d'effectifs complet avant de pouvoir engager l'équipe de France dans ce championnat du monde qui va être très très dense. Alors c'est l'équipe d'Argentine, hein, celle des frères Simonet de Ivry. C'est un adversaire qu'on a déjà battu à Londres. Est-ce que choisir un adversaire comme ça d'un niveau inférieur comme ça, c'est une bonne chose, Mika, pour se préparer? Oui, oui, je pense, parce que ça permet de vraiment faire un match d'entraînement plutôt qu'un match où il y a tout de suite une pression, une pression psychologique pour la compétition à venir. Ce sera vraiment un match de travail. Et, et voilà, c'est plus sympa d'avoir une équipe comme ça pour pas avoir vraiment de pression de résultat et pouvoir faire travailler tous les joueurs de la sélection. Donc on en reparlera, on essaiera de faire un petit jeu concours forcément sur les joueurs qui seront susceptibles de partir avec cette sélection au mois de janvier pour être vraiment complet sur toute Il y a la... un beau maillot à gagner en plus. Voilà, un beau maillot à gagner. On va pas le dire lequel, mais vous inquiétez pas, vous en avez l'habitude et on vous fera part d'un jeu concours comme le maillot de Jérôme Fernandez qu'on a fait pour les Jeux Olympiques. En plus, ça porte vraiment chance. Pour être complet vraiment sur la planète Hante, il y a eu le tirage au sort du Final Four de la Coupe de la Ligue qui se déroulera à Dunkerque, il me semble. À Toulouse. Et ça sera Dunkerque, Chambéry et Nantes Célestat. Ça va être des beaux matchs. Et justement, Dunkerque, Chambéry et Nantes Célestat, ça laisse vraiment de la place pour Nantes, pourquoi pas gagner cette Coupe de la Ligue, Benoît. Ah oui, comme je l'avais dit la semaine dernière, Nantes, quoi, et notamment Thierry Anti est vraiment un grand spécialiste de ces coupes. Et l'occasion lui est encore donnée de pouvoir briller dans cette compétition et donc de se retrouver au moins en finale tout en respectant Célestat qui est actuellement, voilà, d'ici là peut-être qu'ils seront un peu moins bien, actuellement sur une très bonne dynamique, mais c'est vrai que c'est un adversaire d'un calibre un peu inférieur aux 2 autres équipes et qui peut permettre à Nantes de se retrouver en finale et donc de remporter un titre, ce qui n'est pas négligeable dans une carrière. Donc, on va dire quoi, ton favori, Mika, toi, c'est le vainqueur entre Dunkerque et Chambéry, ou tu mettrais aussi Nantes, pourquoi pas, gagner cette coupe? Sur une coupe, on sait jamais, puis ça dépend tellement de l'état de forme des troupes au moment de la compétition. On ne sait pas s'il y aura des blessés, mais en l'état actuel, c'est vrai que
le vainqueur de ce match, Dunkerque-Chambéry, ça va être sympa, d'autant plus que Dunkerque a privé Chambéry d'un titre les 2 dernières fois qu'ils se sont rencontrés dans ce type de compétition. Donc ça va être sympa à voir. Et puis après, oui, normalement, Nantes devrait réussir chez lui à s'imposer et aura sans doute sa carte à jouer en finale. Donc voilà, Dunkerque, Chambéry, Nantes, Célestat, ça sera le Final Four de la Coupe de la Ligue. Allez, il est temps de passer à notre page Pro D2 avec Sébastien Mangin qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Alors, tout d'abord, on va commencer par Chartres, hein, parce que depuis que vous nous avez rejoint, Sébastien, vous ne finissez pas de gagner. Vous êtes imposé sur le fil, 29-28, face à Nîmes, et vous prenez cette troisième place ex aequo avec Vernon. Félicitations d'abord, Sébastien, et Andé, porte chance. J'ai envie de dire. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est sûr. Ben, merci. Bon, désolé un peu pour la voix, j'ai la crève, donc je vais faire un peu ce que je peux, mais c'est un peu voilà. Sinon, ouais, une bonne victoire contre Nîmes ce week-end. Ouais, une fois de plus, quand même, on revient de loin parce qu'on est mené 10 minutes avant la fin du match de 5 buts. Et là, qui plus est, contre une équipe de Nîmes qui normalement sait gérer correctement les fins de match. Mais ouais, une fois de plus, on n'a rien lâché. Disons qu'on fait pas mal d'erreurs, mais on est quand même sûr du cœur qu'on va mettre dans toutes les rencontres. Donc même quand on est mené, on lâche rien. Et je pense que les équipes doivent un petit peu le sentir et du coup doivent craindre un petit peu les fins de match maintenant. Mais bon, c'est sûr que c'est vraiment une grosse performance d'avoir battu Nîmes ce week-end chez nous. Ouais, sachant que le prochain match pour Chartres, c'est contre Gonfreville, et Gonfreville fait encore un bon match, hein. C'était un peu la surprise de la semaine dernière, et là ils viennent encore de battre chez eux pour ton combo, donc on les a peut-être enterrés trop vite, hein, Gonfreville, Sébastien. Ouais, bah, effectivement, ils enchaînent sur une deuxième victoire, alors que Ponto enchaîne sur une deuxième défaite suite à la première défaite encaissée contre nous chez eux il y a 15 jours. Dans un match très serré où les gardiens n'ont pas forcément brillé. Par contre, le score reflète bien la stérilité des deux attaques. Et pourtant, le suspense a accompagné toute cette fin de match. Milan Manolovic, ancien pensionnaire de D1 à Tremblay, égalise à 6 secondes de la fin du match et pensait avoir offert un match nul à ses troupes. Mais c'était sans compter le but de Babic sur le gong final qui offre la victoire aux Normands et qui du coup, bon, il reste quand même dans la zone rouge, mais avec ses 2 victoires de rang, il recolle un petit peu au premier non relégable, c'est-à-dire Valence, avec lequel il partage cette place. Donc c'est une équipe pour Chartres à prendre vraiment au sérieux du coup pour votre prochain déplacement. Ouais, bah, tout à fait. Bon, de toute façon, comme je vous dis, la physionomie des matchs qu'on gagne jusqu'à présent ne nous permet pas d'engranger énormément de confiance au niveau du jeu. Je parle là au niveau de l'état d'esprit, il y a aucun souci. Mais effectivement, on ne maîtrise pas encore pour l'instant, je dirais, nos matchs. Donc de toute façon, il n'y a pas de souci. On va aller à Gonfreville avec beaucoup d'humilité et on sait que de toute façon, ce sera dur. Ils viennent d'enchaîner une victoire à l'extérieur à Nancy, plus à domicile contre Ponto Combo. Nous, Ponto Combo, on les a battus juste d'un but. Donc ça va être encore un match serré et il va falloir aller chercher des points là-bas. Benoît, tu avais une petite question pour Seb. Oui, c'était juste pour revenir sur le match contre Nîmes. On sait que voilà, Nîmes, quels ont été les points clés de cette victoire, sachant que Nîmes quand même est devenu l'équipe un peu référence de cette deuxième division avec un jeu voilà, très houleux, on va dire, en défense et qui joue ultra rapidement toutes les montées de balles. Donc quels ont été les points clés sur votre match, enfin la différence? Justement, les consignes, nous, du coach, étaient de prendre un peu Nîmes à son propre jeu, c'est-à-dire qu'on avait pas mal étudié à la vidéo cette équipe et ce qui ressortait principalement, c'était sa capacité à jouer tous les ballons. Et quand je dis tous les ballons, c'est-à-dire les ballons lorsqu'ils encaissent un but ou alors lorsqu'ils n'encaissent pas de but, les ballons. Enfin, tous les ballons qui sont susceptibles de jouer, il le joue, même sur un temps faible en attaque, un pivot qui va appeler une course sur l'ailier, qui va aller jouer sur l'extérieur. Et donc, du coup, il fallait une vigilance de tous les instants. Et en fait, on avait pour consigne de jouer dans le même registre de jeu. Donc, ça a été un match très enlevé, avec beaucoup de courses. Et je pense que, vu qu'on avait plus de rotation que sur la fin, ça s'est joué aussi au physique.
Nous, on a tourné avec tout le monde, sauf Alric Monnier qui s'est fait mal au dos, mais qui a quand même débuté le match sur la position d'arrière droit. Alors que, quand même, sur la base arrière, bon, Serena a fait tout le match. On tourne sur l'aile gauche avec Robichon sur le poste de demi-centre avec Zaïns. Et arrière droit, ils ont que Kovac. Je pense que c'est ce qui a payé sur la fin de match, en fait. C'était un projet quand même très ambitieux parce que on s'invente pas quand même de jouer comme une équipe. Donc, de partir sur un projet de jeu qui n'était pas foncièrement le projet de jeu que vous développez depuis le début, c'était quand même un peu risqué. Oui, effectivement. Bon, l'essentiel est qu'on a gagné. On partait pas favori dans cette rencontre, donc je pense que c'est ce qui a induit le fait qu'on prenne un peu des risques. Et puis, bon, comme je vous dis, la physionomie du match montre aussi que ça a payé vraiment sur la fin et on gagne sur la dernière action. Donc, on a très bien pu finir un match nul, mais on a été récompensé par une victoire. C'est donc un bon choix. Non, mais donc, ouais, bien sûr. Donc, félicitations à coach pour ce choix payant. Ouais. Donc, pour revenir un peu sur la tête du championnat, Mulhouse s'est imposé assez facilement face à Massy, 35-27. Massy n'y arrive plus et Mulhouse continue son petit bonhomme de chemin. Ouais, Mulhouse avait l'occasion d'effacer sa contre-performance à domicile contre Angers il y a 15 jours, 28-32, en se rendant à Massy, et c'est chose faite avec un match abouti dans tous les secteurs de jeu. À noter une bonne partie du gardien, Lefang, qui a peu de temps de jeu avec Slavica Stojinovic, qui d'habitude reste à peu près 1 heure dans la cage. Il a bien été aidé par une défense de fer qui autorise de nombreuses contre-attaques et c'est un peu comme ça qu'ils ont tué Massy. Du coup, Mulhouse reprend seul la tête de la Pro D2 et semble plus solide que jamais. Pour Massy, c'est un match à oublier. Il semblerait que la période d'euphorie massicoise soit maintenant terminée. Mais ceci dit, ils ont quand même des arguments à faire valoir dans ce championnat. Effectivement, Mulhouse qui justement se déplace à Saumur, me semble-t-il, si je retrouve mes feuilles. Voilà, non, Mulhouse qui reçoit Saumur mal en point dans le championnat, même si ils ont fait un bon petit match face à Dijon, n'en déplaise à Benoît, victoire de Saumur 28-27, ça s'est joué encore de très peu. Le débit de la Côte d'Or a été à la hauteur des attentes suscitées par ce match, mais au grand désespoir de Thierry Desseré, qui avait nommé cette rencontre le match du président. C'est Saumur qui l'emporte, mais le président de Dijon ne pourra pas nier l'abnégation et l'envie des Sarr et De Witt, qui permettent à leur équipe de signer leur premier succès de la saison. Pourtant, Dijon avait la balle pour égaliser, mais une superbe parade de Benkala sur Parent valide l'avantage pris quelques secondes plus tôt par Sarr sur contre-attaque. Ouais, autant dire que Dijon, qui aurait pu faire un bon petit bond au classement, n'a pas profité de ce match-là. Dijon qui reçoit Istres, ça va être un excellent match aussi. La semaine prochaine, Angers-Nancy, victoire de Nancy sur le terrain d'Angers, 26-24, belle perf des Nancéens. Ouais, effectivement, ça y est, ils sont allés chercher cette victoire si importante à l'extérieur. On en avait un petit peu parlé il y a 15 jours maintenant en disant que finalement c'était peut-être à l'extérieur qu'ils iraient chercher cette victoire référence en fait, qui pourrait leur permettre un petit peu de sortir de cette phase de crise. Le coup de gueule du président après la rencontre perdue à domicile contre Gonfreville a donc été bénéfique puisqu'il avait été les voir dans le vestiaire à l'issue du match perdu. Et pourtant, avec un TGV détourné, puisqu'ils ont dû prendre un TGV détourné par Nantes, les Lorrains n'étaient pas dans les meilleures conditions, disons, physiquement pour aborder ce match. Mais je suis convaincu que c'est justement pour cette raison que mentalement, ils ont trouvé les ressources pour s'imposer. Ils se sont appuyés tout simplement sur les fondamentaux de l'entraîneur Tony qui revendique depuis le début de saison, c'est-à-dire grosse défense 0-6 et derrière montée de balle. Et sur un Nicolas Poto décisif dans le Money Time. Donc ils ont fait chuter Angers qui, je trouve, est toujours aussi irrégulier dans ce championnat après avoir battu Mulhouse. Chez eux, ils perdent à domicile contre Nancy. Ouais, ils n'ont pas profité de cette belle performance face à Mulhouse. Il y a une autre équipe qui tourne bien en ce moment, malgré un début de championnat plutôt difficile. C'est Vernon, Vernon qui s'impose à Valence, 23-24, toujours par le plus petit des écarts. Mais Vernon, avec Chartres, ont le même nombre de points. Donc autant dire que beau début de saison de cette équipe.
Ouais, effectivement, bah là, il continue sur une belle série d'invincibilité avec une 6e victoire. Mais cette fois-ci, comme tu le dis, par le plus petit des avantages, qui n'avait pas forcément été le cas, puisque c'est une équipe qui a un goal average impressionnant. Le score, le petit score, en fait, c'est surtout grâce à cette équipe de Valence qui, encore une fois, a été très vaillante et malgré tout, qui s'incline pour la 3e fois d'affilée. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup, malgré un écart de 4 buts en faveur des Dromois à la 37e minute. C'est l'expérience de Cantaleanco qui a fait la différence sur une fin de match serrée et haletante. Vernon est 3e grâce à son goal average impressionnant. Par contre, Valence doit maintenant songer à valider ses bons matchs par des points pour s'éloigner un petit peu de la zone rouge. Ouais, effectivement, ça commence à être dangereux. Juste avant de finir par le dernier match Istres-Besançon, une petite question de Sabine qui nous demande comment tu fais pour avoir tant de détails sur les matchs. Bah, en fait, Les journalistes d'investigation maintenant. Voilà. je vais pas révéler tous mes secrets. Non, mais il y a Hand Planet qui m'aide pas mal sur leur site. Sinon, je me réfère aussi aux lignes de statistiques sur Handzone. Je vais beaucoup aussi sur les sites des clubs, en fait, les sites des différents clubs et aussi sur les sites des journaux locaux. L'Est républicain, tous ces journaux-là qui souvent ont un petit parti pris quand même lorsqu'ils relatent un match. Mais j'essaye un petit peu de rester objectif par rapport aux commentaires des journalistes qui sont souvent un petit peu parti pris pour leur équipe. Donc, On peut dire à Sabine quand même que vu ce qui nous coûte, c'est quand même la moindre des choses qui s'investissent un petit peu dans la radio. On ne parlera pas de salaire, un truc qui fâche. Utopie 61, j'imagine, à l'image de Lorne, qui est pas loin de chez moi, donc petit coucou, qui nous dit il prépare toujours bien ses émissions. Et on te dit aussi de prendre un grog ou un thé à la menthe ou une infusion ou un lait miel, Sébastien. Donc voilà, ça c'est les remèdes un peu de grand-mère, si je peux m'exprimer ainsi, sans porter préjudice. Un petit punch, sinon. Ce que j'allais dire avec un peu de rhum alors. Ouais. Un vrai fouineur ce Seb, voilà un peu. Et pour finir, Istres qui s'impose face à Besançon 25-23 et qui permet aussi de remonter un peu dans ce classement, Benoît. Ouais, effectivement, Istres qui s'impose à Besançon plus tôt dans la semaine par rapport aux autres matchs. Le match a été joué mardi soir. En fait, il y avait le salon de la gastronomie à la patinoire à Istres, donc le match a été joué le mardi soir. Très bonne adresse. Ouais, très très bonne. C'est pour ça que je me permets d'en parler, c'est que j'ai passé quelques après-midi. Malgré un début de match catastrophique des Provençaux qui accusaient un retard de 6 buts à la 15e minute, ils ont quand même réussi à s'imposer difficilement contre cette équipe de Besançon qui était venue pour faire un coup, malgré l'absence de Adrien Molinier, le meneur de jeu. La deuxième mi-temps a permis à l'artificier maison Reznicek de s'exprimer, bien suivi par le jeune Ruiz. J'ai pu voir le match de Nîmes perdu à Istres où il avait fait une bonne entrée en jeu suite à une petite blessure de Gomis. Il semble-t-il, il continue sur cette lancée. C'est un jeune du club qui progresse bien. Enfin, le portier istréen, bonne foi, solide dans sa cage, qui permet à son équipe de s'imposer sans forcément briller en attaque. Istres qui s'impose difficilement, mais qui prend les points. Donc, pour l'instant, ils assurent l'essentiel. Je pense qu'on a été complet. Peut-être un rappel du classement, Sébastien ? Ouais, je voulais signaler que seul Mulhouse a dépassé les 30 unités et signe un écart de 8 buts sur cette journée, sinon pas plus de 2 buts d'écart lors des différentes rencontres. C'est vrai. Des matchs serrés, donc on rentre un petit peu dans le dur. Là, le mois de novembre, ça commence à être un petit peu difficile, donc souvent les défenses prennent le pas sur les attaques. Sinon, rapide pour la semaine prochaine, donc Besançon-Valence, duel de mal classé. Vernon-Nîmes, Nîmes va-t-il stopper Vernon vers sa 7e victoire? Gonfreville-Chartres, il faut aller chercher des points chez un promu en forme. Ponto-Angers, un duel d'irrégulier. Nancy-Massy, je pense que c'est un match, ça va envoyer avec une 0-6. Massy aussi qui envoie pas mal du bois. Et Mulhouse-Semur, le grand écart du classement, le premier contre le dernier. Enfin, Dijon-Istres, un duel de prétendants au play-off. Donc voilà, le classement, on a Mulhouse qui est en tête avec 25 points. Nîmes, seul second avec 23 points. Ensuite, Vernon-Chartres qui occupe la 3e place avec 21 points.
Ensuite, on dira qu'on a un petit groupe entre Dijon et Angers, entre donc la 5e et la 9e place, qui se tiennent en 3 points. Et ensuite, le groupe des mal classés, Nancy, Besançon, Valence, Gonfreville, Semur. Semur qui accuse un retard de 2 points, mais qui, grâce à sa victoire, n'est pas encore totalement distancé dans cette Pro D2. Ouais, c'est vrai que Vernon-Nîmes, ça va valoir le détour et si tout se passe bien pour Chartres, ils peuvent encore grappiller quelques places au classement. Sébastien, comme nous sommes partenaires de la JPH avec Andé, est-ce que tu as les sets de Pro D2 et de LNH peut-être? Peut-être pas. Ah non, je les ai plus, c'est terminé. Non, je rigole. En plus, j'ai la chance de vous annoncer cette semaine qu'un membre d'Andé figure sur le set de la semaine de la LNH. Ah, c'est moi. Benoît. Donc Mika sur l'aile gauche figure dans le set de la LNH, donc bravo à toi. Merci. À tes côtés, sur le poste d'arrière gauche, on a Abili. Au poste de demi-centre, Raoul Entrerios. Arrière droit, Panic. À l'aile droite, Gajic. Pivot, Issam Tej. Et dans la cage, Dumoulin, donc, qui a fait 22 arrêts sur ce match. D'ailleurs, on pourra signaler le retour un petit peu des bannis avec Gajic et Tej qui ont fait en tous les cas individuellement des bons matchs. Pour le set de la Pro D2, donc à l'aile gauche, on a l'ailier gauche d'Angers, Frédéric Bakekolo, qui fait 9 sur 14 malgré la défaite. Bram De Witt qui met 8 buts avec son compère sur le poste d'arrière droit, Abdoulaye Sarr. À eux deux, ils ont mis 65% des buts de Semur ce week-end. Donc ils ont mis 18 buts à eux deux. Sur le poste de demi-centre, Desgroslard qui fait 7 sur 12 malgré la défaite de Massy contre Mulhouse. Arrière droit, Chardon qui est un habitué du set de la semaine, qui réalise encore une stat impressionnante, 10 buts sur 12 tentatives. Dans la cage, Nicolas Poteau qui n'a pas fait le plus gros nombre d'arrêts de la journée sur les lignes de stats, mais qui en tous les cas a été le plus décisif sur les 5 dernières minutes, mais qui cumule quand même 17 arrêts sur l'ensemble du match. C'est une bonne performance. Et je garde le meilleur pour la fin parce que c'est un Chartrain, dont Gennady Solomon, qui fait donc un joli 7 sur 7, mais qui en prime se paye le luxe de marquer le dernier penalty sur le gong qui nous permet de gagner, alors que ce n'est pas le tireur de penalty habituel. Voilà. Benoît? Vous pouvez bien sûr retrouver ces 2 sets sur le site de la JPH et aussi sur le site d'Andé. Seb, je voulais savoir, parce que je trouve que c'est un peu limité par rapport au fait que vous basez quand même beaucoup sur des statistiques et que les statistiques ne reflètent pas tout le temps la... Toi, tu fais la polémique la semaine où je suis dedans. Non, mais c'était parce qu'en fait, à force d'écouter, des fois je m'endors, mais là j'étais attentif. Et du coup, non, c'est que on se base beaucoup sur des statistiques, et les statistiques, des fois, ça parle pas toujours de la bonne façon. Des buts, des grosses statistiques peuvent être mis en fin de match sur des matchs qui sont où l'écart est fait. Donc, c'est vrai que c'est un peu sa limite. Il y a aussi les personnes, je sais, Franck Leclerc par exemple, qui recueille des informations de. Ouais, mais ça, c'est pour l'élection du joueur du mois, ça, ouais. Non, alors en fait, mais moi je suis totalement d'accord avec ce que dit Ben. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir. Je me suis, la JPH s'est excusée aussi par mail et aussi a fait un erratum à propos de Mathias Soltan de Gonfreville. Il m'est arrivé de le mettre sur le poste d'arrière droit sur le set de la semaine de Pro D2. Donc c'est la première année qu'on le fait, donc on essuie un petit peu les plâtres. Il est effectivement purement ailier droit. Il me l'a bien fait comprendre en me disant que s'il passait sur le poste d'arrière droit, on rigolerait sûrement sur la puissance de son tir. Donc j'en profite à la radio pour m'excuser pour les 2 fois où je l'ai nominé sur le poste d'arrière droit. Et tout ça pour dire qu'effectivement, je pense que pour la LNH, on s'appuie beaucoup sur les contacts qu'on peut avoir avec les joueurs référents dans les clubs, même pour les sets de la semaine, avec les connaissances qu'on a. Il m'est arrivé de demander notamment à Benoît si un joueur avait joué à tel ou tel poste. Il y a 2 matchs télévisés maintenant, donc il y a toujours un mec de la JPH qui regarde les 2 matchs. Et donc du coup, pour la LNH, on essaye quand même, on s'appuie forcément sur la ligne de stats, mais on essaye quand même de tenir compte aussi des différents avis et aussi des matchs télévisés. Après, effectivement, c'est la première année qu'on le fait pour le set de la Pro D2, et pour l'instant, il est essentiellement basé sur les statistiques et les articles de journaux, puisque là, par exemple, j'ai décidé de mettre Nicolas Poteau, alors que le Fan avait fait 22 arrêts, le gardien de Mulhouse.
Mais j'ai décidé de mettre Nicolas Poto parce qu'il me semblait que ses parades avaient été plus décisives. Je ne me suis pas fixé uniquement sur le nombre d'arrêts. Non, mais voilà, c'est ça. C'est que après, je pense qu'il y a des... Effectivement, je pense que c'est quand même limité, mais c'est un petit éclairage pour essayer de faire ressortir des joueurs qui sont pas non plus toujours énormément médiatisés par rapport à la LNH. Donc, voilà. Non, mais je suis complètement d'accord sur ça, mais c'est vrai que le fait d'avoir un joueur qui a un rôle peut-être plus dans la globalité, avec des stats peut-être un peu moins importantes, mais qui pèse sur le jeu, qui défend, qui met peut-être le but décisif, ou peut-être aussi pourrait être mis en avant plus qu'un joueur qui a fait 7 sur 7 contre une équipe dernière du championnat, ou je sais pas. Ouais, c'est sûr. Alors, des fois, on essaye aussi. On essaye aussi de donner la primeur. On essaye aussi de donner la primeur à l'équipe qui gagne aussi. Donc c'est pas toujours évident parce que de trouver un joueur qui marche bien dans une équipe qui gagne, on essaye au maximum quand même de mettre, comme on dit, des winners dans le set de la semaine et non pas que des mecs qui ont perdu et qui, comme tu dis, vont seuls un petit peu sortir la tête de l'eau par rapport à leur équipe et enchaîner les buts, alors que c'est pas forcément révélateur de l'influence qu'ils vont avoir sur le jeu et notamment sur la victoire de leur équipe. Eh ben écoutez, je pense qu'on a été complet. Alors forcément sur le chat ça se déchaîne un peu. On demande le maillot dédicacé à Mickaël. Pareil, ils veulent l'apéro aussi, Mika. Donc je sais pas comment tu vas t'organiser pour tout ça, mais déjà pense à nous. Ouais, l'apéro. Donc j'ai déjà pris un peu avant de venir. donc voilà, vous allez retrouver également sur le site de la JPH les sets de la semaine et sur le site d'Andé, comme l'a dit Sébastien. Donc vous pouvez lâcher vos commentaires sur le site et puis critiquer ce qu'il y a à critiquer pour savoir si vous avez peut-être un avis divergent, qu'on puisse en discuter. Mais effectivement, c'est vrai, comme tu l'as dit Sébastien, c'est bien pour mettre en lumière les joueurs qui font peut-être un travail de l'ombre et qui ne sont pas mis en avant toutes les semaines. Donc bravo Michael Ives, première fois, donc c'est cool, en espérant que ça te porte chance pour le prochain match que tu joues. L'enchaînement est tout trouvé. Match contre eux, on a dit tout à l'heure, j'ai perdu ma feuille, Montpellier. Ah oui, mercredi, oh là, ça va être difficile, mais pourquoi pas de les taper en ce moment. Comment? Pourquoi pas se les taper, c'est peut-être le bon moment, quoi. Ouais, ou pas. Ils viennent de perdre un point à Célestat, donc je pense qu'ils, dans toute logique, ils vont être revanchards et chez eux, ça risque d'être très difficile. Pareil, Benoît, on te remercie d'avoir été encore avec nous. Tremblay s'est incliné face à Cesson. Là, on espère qu'il fasse une bonne paire face à Saint-Raphaël. Ça va être un match compliqué, Benoît, mais il faut la victoire au bout, hein. Oui, non, j'espère qu'ils feront une belle performance. Je plaisante. J'espère qu'on va faire une belle performance contre Sarah. Et Mika, c'était pas du tout contre toi. C'est vraiment la polémique sur le vote. C'était juste, ça m'est venu comme ça, mais ça n'avait rien de personnel. C'était vraiment le hasard. Je suis franchement désolé. Et puis pour remercier aussi Sébastien Mangin, hein, de nous donner aussi un vue complet sur la Pro D2 qui est pas trop médiatisé, c'est vrai, hein, et prochain match face également un gros match, hein, face à Gonfreville qui est en forme. On espère une victoire pour vous, Sébastien. Ouais, bah nous aussi, on va en tous les cas soigner les petits bobos qui commencent un petit peu à s'accumuler en cette période un petit peu compliquée du mois de novembre, et puis ensuite recharger les batteries en fin de semaine, mais ça va arriver vite, là c'est vendredi, donc on se prépare pour ça. Allez, on vous laisse pour cette émission. Merci, hein, vous avez été vraiment nombreux à nous suivre. Merci à Sébastien Bosquet d'avoir été avec nous. Vous allez retrouver le podcast incessamment sous peu, allez, dans une petite journée, le temps de mettre tout ça en place. Et puis on se retrouve lundi pour encore une belle émission de Handé avec les trois spécialistes, hein, Sébastien Mangin, Benoît Perbou et Michael Higues. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, messieurs, et puis à vous, chers auditeurs. Allez, ciao. Ouais. Ciao. Ciao.